Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si c'est une présentation poussée ou pas, ça dépend de vous en fait. Donc, je ne sais pas qui est aguerri sur la programmation fonctionnelle, moi non, mais et qui est néophyte sur vraiment les concepts de programmation fonctionnelle, qui est intermédiaire. Ok. Donc, moi je suis plutôt néophyte et je vais vous parler en fait de comment j'ai appris, notamment en essayant d'appliquer les bons patterns. Et là, récemment, j'ai été inspiré par la vidéo de Richard Feldman sur les Impossible State. Donc sur la vidéo, ça me paraissait très simple et très clair. Et après, c'était comment le faire dans la vraie vie. Alors, je vais vous montrer mon parcours. Et puis surtout, j'ai abouti quelque part et je vous dirai où j'ai abouti et peut-être que j'ai pas abouti exactement jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Donc, vous voyez, le formulaire en lui-même, il est pas poussé du tout, hein. Mon exemple, il va être basé là-dessus. Donc, j'ai une liste de questions avec toujours le même type de réponse. Voilà, je préviens l'utilisateur qu'il doit répondre à toutes les questions. Et quand il a répondu, voilà, je lui affiche ce message. Alors, attendez. Oui, vous avez répondu à toutes les questions. C'est ça que je lui affiche à la fin. Donc, pardon, je me suis un peu perturbé moi-même, mais si on recommence. Donc, au début, on lui dit qu'il doit répondre à toutes les questions, et une fois qu'il a répondu à l'ensemble des questions, on lui dit c'est OK. Donc, j'ai pris volontairement quelque chose de très simple pour mieux exprimer mon propos. Donc place à la présentation. Voilà. Ok, c'est bon. Donc je vais vous parler des états impossibles et surtout ce que j'ai appris de l'importance de définir un bon modèle. Voilà. Et presque pour moi, la base même avant les tests unitaires en fait, avant l'approche test first. C'est un petit peu ce que j'ai retenu. Donc l'approche initiale, vous voyez, j'ai mon modèle, donc mon alias, mon type question avec l'ID de la question. Donc chaque question a un ID. Le texte de la question et puis les réponses ont chacune un ID. 3, 2, 1, 0. J'ai donc une liste de questions et donc ça a été mon approche initiale de dire voilà, sur l'exemple j'avais 6 questions, donc avec son ID, le descriptif de la question et puis l'Answer ID, donc l'ID de la réponse, qui au départ est un nothing, et puis du coup à chaque fois que je vais répondre à une question, et ben, ça va devenir un just et une valeur. Donc l'utilisateur coche la checkbox. Donc l'update du modèle. En fait, il va chercher, il va chercher la question à laquelle on a répondu, et puis il lui passe l'Answer ID. Voilà. Ce qui fait que mon modèle, il évolue à peu près comme ça. Question 1, le descriptif, et puis toutes les questions qui sont répondues, c'est un just, et puis l'ID de la réponse. Et ça se met à jour comme ça. Donc je pense que ceux qui sont aguerris me diront tout de suite, finalement ce qui manque, c'est la notion de savoir si la question elle a été répondue ou pas dans ce modèle. Donc au début, ça m'a pas frappé. Mon code il fonctionnait en fait. Par contre, j'ai pas cette notion de savoir si ma question elle a été répondue ou pas. Donc en fait, elle a un answer ID, mais comment est-ce que l'état il a changé? Bah, finalement, je sais pas si l'état il a changé. Et ce que je faisais après, du coup, c'était en fait, voilà, je vérifie s'il reste encore des answer ID qui sont à nothing. Et si c'est pas le cas, et ben je lui affiche le message en conséquence.
Donc ça me paraissait assez clean, mais il n'y avait pas cette notion de questions répondues ou questions pas répondues. Je ne sais pas si jusqu'ici ça vous parle ou pas. Ok. Donc après, si je voulais faire des tests unitaires, donc avec Helm test, donc je pouvais tester effectivement est-ce que c'est le bon message qui s'affiche en fonction de si une question enfin si j'ai des questions si l'ensemble de mes questions ne possède pas de answer ID, mais en fait potentiellement je peux avoir une question qui a été répondue et qui n'a pas de answer ID, parce que mon petit programme il va devenir plus modulaire. Il va être manipulé par d'autres fonctions, ou une question qui n'a pas répondu et qui se retrouve avec qui n'a pas été répondue et qui se retrouve avec un answer ID. Donc pour moi, arriver à empêcher cet état impossible, c'est bien avoir cette distinction entre questions répondues ou pas répondues. Et du coup, quand je définis mon modèle, après, si je lui rentre des valeurs dans l'init, si j'arrive à un état potentiellement impossible, il va pas compiler, si j'ai bien défini mon modèle. Donc en fait, je peux tester mon modèle à travers les valeurs de mon init. Donc ma première tentative, et qui au final, à mon avis, était moins bien que enfin ma deuxième tentative, qui au final était moins bien que la première, c'est d'avoir deux listes, donc questions répondues et questions restantes, que j'aurais pu appeler unanswered question, qui sont toutes les deux une liste de questions, donc une question qui contient donc question ID, question texte, et puis l'ID de la réponse. Et du coup, à l'init, j'ai aucune question qui est répondue. Et ensuite, j'ai toutes les questions qui sont en remaining questions, c'est-à-dire questions restantes. Et voilà. Et théoriquement, voilà. Et par contre, ce qu'il faut, c'est qu'à partir de là, il n'y ait pas de désynchronisation, parce qu'au début, j'avais fait en plus une liste, toutes les questions. Mais finalement, je me retrouvais avec trois listes qui pouvaient être désynchronisées les unes par rapport aux autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un append. Voilà, j'ai comment on dit, assemblé les deux listes. Donc ma liste de questions qui s'affiche sur ma page, c'est les questions pas répondues et les questions répondues. Comme ça, à ce niveau-là, j'avais pas de désynchronisation. Et après, tout ce que je faisais, c'était vérifier que dans remaining questions, donc au fur et à mesure que je réponds à mes questions, cette liste, la question en quelque sorte disparaît et puis elle va dans answered questions. Voilà. Donc à la fin, quand j'ai répondu à toutes les questions, dans l'ordre ou dans le désordre, j'ai plus rien dans cette liste-là et tout est là-dedans. Donc je vérifie que ma liste est bien vide et j'affiche le message qui va bien. Est-ce que jusque-là c'est clair? Je ne sais pas si vous avez des remarques à ce niveau-là ou pas, parce que je vous avouerai que voilà, je suis preneur de remarques. Alors, la petite parenthèse, c'est que, comme je vous ai dit, je suis néophyte. Et en fait, au début, sur Slack, on m'a dit faut peut-être mieux apprendre les bases avant de se lancer là-dedans. Et puis je me suis rendu compte qu'en me lançant là-dedans, j'ai appris les bases beaucoup plus facilement. J'ai appris les bases et surtout, j'ai appris finalement des bons patterns. Celui-là n'est pas le mieux, mais ça m'a permis vraiment de mieux comprendre ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle. Et j'ai découvert que c'est effectivement une Rolls par rapport à d'autres langages, mais qu'on peut faire du code Helm qui est pas bon, qui marche mais qui est pas bon, et on peut faire du code Helm qui est vraiment très élégant et surtout qui est facile à maintenir. Et on y reviendra après. Alors, donc si je vérifie le modèle, donc typiquement j'ai ma page de code et puis je rentre des valeurs dans answer de questions et puis j'essaye de compiler. Et puis je me rends compte que je peux avoir dans answered questions des questions, c'est celle-là plutôt, des questions répondues, puisqu'elle a un ID, elle a un ID de la réponse. Qu'est-ce que je voulais dire? Je peux avoir, voilà, pardon, c'est bien ça là. Je peux avoir des questions qui sont dans la liste des questions répondues, mais qui n'ont pas de réponse. Et ça va compiler.
Donc j'ai potentiellement un état impossible, puisque le compilateur, il compile. Ou là, vous êtes OK avec moi ou... OK. Donc ça me et là, finalement, j'ai pas besoin de faire des tests unitaires. Je teste mon modèle s'il est cohérent. Alors évidemment, pour tester, il faut que je sache où je veux aller. Et souvent, c'est ça c'est de se poser à l'avance, quoi, et de se dire où est-ce que je veux aller. Et donc en fait, ça peut compiler, ça marche, mais c'est trompeur parce que ça pourrait m'amener à un état impossible. Et je pense, parce que voilà, c'est en appliquant que j'ai essayé de comprendre, et je pense que c'est ça qu'essayait de faire Richard Feldman dans la vidéo, enfin qu'il a fait d'ailleurs. Je peux avoir une même question avec le même ID dans les deux listes, avec un ID de réponse différent. Voilà. Le compilateur, ça ne le gêne pas. Je peux avoir deux questions avec le même ID, mais des intitulés différents. Donc finalement, j'ai beaucoup d'états potentiellement impossibles. Donc j'ai beaucoup de bugs potentiels dans mon programme. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Alors que mon programme de base, là, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, pour résumer, je peux effectivement... alors, voilà, j'ai quand même quelque chose que j'ai résolu en ayant mes deux listes et en les concaténant en une seule liste. C'est que je ne peux pas avoir plus de questions répondues que le nombre total de questions, puisque ma liste totale de questions, c'est questions répondues et questions non répondues. Et c'est pareil, en bout de chaîne, en fait, j'ai juste mis des questions dans des listes, mais j'ai pas vraiment défini si elles étaient répondues ou pas. Et je pense que la solution précédente, pour l'instant, est mieux. Alors, ma deuxième tentative, qui s'est achevée hier, enfin ce matin à 3h du matin, et après, quelquefois, je réussis à comprendre où je suis arrivé, et quelquefois, ça m'échappe. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là de temps en temps, mais quand c'est un concept nouveau, on ne sait plus trop. Et je crois qu'à un moment, il faut un peu se poser, arrêter. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un type question, et donc avec answered et unanswered qui sont des constructeurs. Et le answered va comporter donc le détail de la question, c'est-à-dire question ID et question texte, et va comporter le type answer. Donc si ma question est answered, j'ai ma question et l'ID de la réponse. Si ma question est unanswered, j'ai juste le détail de la question et je ne peux pas avoir de réponse. Donc là, on voit tout de suite au premier regard que déjà, je supprime des états impossibles. Et après, je fais ma liste. Donc, à l'initialisation, mon modèle, il ressemble à ça. Toutes les questions sont unanswered. Et c'est pareil, là, je peux m'amuser à jouer avec les valeurs, voir si ça compile ou si ça compile pas, et voir si j'ai des états auxquels moi, je voudrais pas qu'on arrive, mais qui compilent quand même. Et ça veut dire que j'ai des états impossibles. Et on verra à la fin que j'en ai quand même un. Alors, voilà, on verra ce que c'est. Je sais pas si on peut y faire quelque chose. Donc, quand j'update... à l'update du modèle, tout simplement, si la question, je cherche la question qui a été cochée par l'utilisateur, si elle a déjà été répondue, en fait là c'est le cas où il modifie sa réponse, donc elle est déjà au statut, answered, et puis je garde c'est un état plutôt, c'est ça, hein, c'est un état je pense. Je garde cet état answered et puis je définis le nouvel ID de la réponse. Et si elle n'était pas répondue, elle passe au statut répondu avec l'ID de la réponse. Et après, j'update le modèle. Voilà. Du coup, pour vérifier si toutes les questions ont été répondues, je vérifie en fait via un list all que tout est answered. Donc ça va renvoyer un true. Et si c'est true, toutes les questions sont répondues. Donc déjà,
je trouve qu'avec ce modèle, on arrive à un code, je trouve, plus élégant et plus lisible. Voilà, et comme je disais, je peux m'amuser à tester, et là je vois que ça compile, donc c'est voilà. Donc ça c'était déjà impossible et c'est toujours impossible. Et là j'ai effectivement l'état correct de mes questions, c'est-à-dire répondu ou pas répondu, et uniquement si c'est une question répondue, j'ai l'ID de la réponse. Si c'est une question qui n'a pas été répondue, je ne peux pas me retrouver dans un état où elle a un ID. Voilà, je ne sais pas ce que je voulais dire ici. Oui. Et comme je vous disais, je trouve qu'on arrive à du code plus élégant. Donc en fait là, bon, là ça m'échappe un peu, mais voilà. C'est surtout, par exemple, alors, voilà, je voulais que le style il change dès que j'ai répondu à ma question. Elle était unanswered, à la base, elle a cette couleur-là. Hein, c'était la CSS en fait, la couleur. Et puis le background, couleur de background. Et puis quand elle est répondue, donc dès que je coche la case, je change la CSS. Et ce que je voulais juste dire, c'est que je trouve que là c'est très concis et élégant. Grâce à un bon modèle, je trouve qu'on arrive à du code beaucoup mieux. Donc au final, une fois que j'ai fait ça, je me suis posé la question des tests unitaires. Et en fait, je me suis dit, j'ai bien défini mon modèle et mes types. Je checkais ça régulièrement avec le mode, enfin le debug. Je voyais mes listes qui se remplissaient, enfin entre guillemets, qui se remplissaient, qui se vidaient. Et après, j'ai cherché un test unitaire que je pouvais faire facilement. Et alors, je suis pas expert des tests unitaires, mais je suis arrivé à ça en fait. Si je réponds à la question numéro 1 avec l'ID 3, bah, je vois que ma liste, enfin bon, mon modèle, donc la question 1, ah bah c'est dommage, j'ai pas la suite du code, mais enfin, mon modèle se update bien comme il faut. Et voilà. Et du coup, je me suis dit finalement le paradigme des tests unitaires, il change avec la programmation fonctionnelle. Alors, je vais juste vous montrer. Oui, bon, c'est pas grave, je vous montrerai juste après pour finir. Donc, la conclusion, c'est qu'effectivement, même pour apprendre un langage, en fait, le but d'apprendre un langage, je pense que c'est pas d'apprendre une nouvelle syntaxe, mais surtout, justement, des nouveaux concepts, une nouvelle philosophie. Donc finalement, une fois que ça fonctionne, c'est comme si on avait, comme les Japonais disent, la ceinture noire, et après il faut passer les danes, et c'est là où vraiment on apprend à bien utiliser un langage. Donc essayer tout de suite de faire des choses un peu challengeantes pour soi-même, c'est beaucoup mieux pour apprendre beaucoup plus vite. Moi je m'étais fixé l'objectif de montrer ça à ce meet-up, donc à un moment j'ai failli lâcher l'affaire. Et puis finalement, ça s'est fait. Donc, comme Helm, c'est encore nouveau, ça fait des bons challenges. Donc, je vous invite aussi à faire ce genre de démarche. Et puis, ma conclusion, c'est qu'effectivement, en faisant ça, donc la première fois qu'on le fait, enfin surtout moi, j'ai remis beaucoup de temps. Mais une fois que c'est fait, la deuxième fois que j'aurai quelque chose de similaire à faire, j'applique tout de suite un bon pattern. Et là, pour le coup, quand on dit que la qualité permet de gagner du temps, je trouve que c'est vraiment le cas. On prend peut-être plus de temps sur une première user story. Et donc, en fait, il ne faudrait pas montrer au product owner une fois que ça marche, mais il faudrait montrer au product owner une fois que ça a été refactorisé. Pour moi, c'est ça la philosophie agile. Donc, au début, cette story, on l'a faite en plus longtemps. Et après, les suivantes, beaucoup plus rapidement et avec du code de qualité. Et puis surtout qui est beaucoup plus modulaire. Et c'est tout. Voilà. Oui. Tu nous as montré que tu avais réussi à trouver une solution en y passant le temps qu'il fallait. Est-ce que tu as l'impression que
Oui, mais comment dire? Si c'est pour faire exactement la même fonctionnalité, elle est déjà faite. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut que tu réfléchisses à ton modèle et en fait aux états aux états potentiels des éléments de ton modèle. Donc en fait, te dire, bon là c'est basique, hein, mais j'ai mon questionnaire, donc j'ai des questions et mes questions, quels peuvent être les états? Donc soit répondu, soit pas répondu. Et donc là, évidemment, ça paraît facile à dire, mais le fait de se poser les questions à l'avance, quels peuvent être les états potentiels et que j'accepte de ma question, c'est-à-dire elle peut pas être dans un état entre les deux. Donc, typiquement, effectivement, la prochaine fois, je réfléchirai comme ça en me disant quels sont les éléments que j'ai dans ma fonctionnalité et quels peuvent être leurs différents états. Et du coup, j'arriverai peut-être plus rapidement à ce genre de syntaxe, enfin de logique en fait. Et puis j'ai appris beaucoup plus sur la manipulation des listes et autres. Enfin ça c'est des choses que j'étais obligé d'apprendre en faisant. Sinon j'aurais... Et c'est ça je pense qu'à un moment, si on n'essaie jamais de franchir la barre au-dessus, on régresse parce on commence à prendre des réflexes qui sont pas optimum. Et donc on applique de plus en plus des réflexes ça marche, et à la fin le code il grossit et devient de moins en moins maintenable puisqu'il grossit et qu'il est à peu près correct mais pas facilement maintenable. Donc et puis du coup j'ai vraiment compris ce que c'était que la programmation fonctionnelle. Enfin je pense, aujourd'hui je me dis c'est vraiment avoir et savoir quels sont les différents états et savoir gérer et définir et gérer ces états-là. Voilà. Il y a peut-être beaucoup d'autres concepts, hein, mais c'est celui que j'ai découvert en faisant ça. Oui. À quel niveau? Maintenant alors, on va revenir. Donc, c'est le question de détail s'il y a l'ID et le texte. D'accord? Donc l'ID c'est forcément un int et le texte c'est forcément une string. Voilà. Oui. Slack. C'est top. Alors, les bons créneaux horaires, c'est la nuit, quand les anglo-saxons sont réveillés, et il y en a certains jours, et tout à coup, je sais pas pourquoi, il y en a un, il avait fait, voilà, il avait cette dernière implémentation, il avait fait ça la veille, et quand il a vu ma question, il s'est dit, je vais pouvoir refaire le truc, donc il m'a vachement aidé. Et en fait, voilà, souvent les gens ils disent apprends par toi-même et puis sinon t'apprendras rien, mais en fait c'est pas vrai parce que en gros c'est vrai qu'il m'a pas mal mâché certaines réponses, mais après je me suis forcé à mettre des debug logs partout, donc en fait je voyais exactement parce que si on hop, si je suis là voilà. Et avec le debug log, je peux quasiment visualiser tout ce que je veux, le message qui passe, voilà, les différents types et autres. Et du coup, une fois que tu fais un debug log, tu comprends par exemple ce que fait la fonction. Et après, quand je suis revenu sur le code, les anciens codes que j'avais fait et autres, celui-là, en fait, par rapport à ce qu'il m'avait dit lui, j'ai tout de suite dit ça je peux l'optimiser et donc en fait non il faut pas hésiter à demander et c'est pour ça que les concepts moi ce que je prône aux équipes parce qu'à la base je suis coach agile donc tout ce qui est pair programming et mob programming je pense que en fait il n'y a pas mieux quoi parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est par l'exemple. Et j'ai trouvé un bout de réponse aussi dans le chapitre 3 du livre de Richard Feldman, voilà. Heureusement qu'il avait sorti le chapitre 3. Et surtout, on apprend en faisant, parce que voilà, la vidéo de Richard Feldman, je me suis dit, c'est simple, c'est facile. Puis quelque part, j'aurais pu en rester là. Mais en fait, enfin, pour moi, c'était pas simple, quoi. Voilà.
Ouais. Non mais c'est ça, je pense que pour apprendre maintenant, c'est par la collaboration, quoi. C'est pas tout seul, c'est pas possible. Et je voulais juste, j'avais dit qu'il y avait un truc que j'avais pas pu finir. Enfin, c'est qu'en fait, euh, en gros, je peux toujours avoir une, là je l'ai pas mis, mais je peux avoir une question qui est unanswered ou answered et qui typiquement aurait le même, ah bah si je l'ai fait, aurait le même ID et le même texte en fait. Et là, bah, il était 3 heures du mat et j'ai arrêté. Mais j'ai pas la réponse à, je sais pas. Pardon? Ah oui. Bah non, il est pas nécessaire. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, je supprime tout bonnement l'ID, c'est ça? Non, non, là il recolle à rien. Par contre, je peux me retrouver avec une question qui a le même texte et qui apparaît deux fois. Ça change pas le problème. Oui, mais là, oui, oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai plus des réflexes. Ouais. Voilà. Merci.